Bonjour à toutes, aujourd'hui je reçois Candy Trier, passionnée d'outdoor, cofondatrice du site Les Géonotrices et co-autrice du livre Trek, le guide pour oser l'aventure. J'avais envie de faire un épisode sur la préparation d'un premier bivouac. Forcément, j'ai pensé à Candy qui a une grande expérience et qui est donc la personne idéale pour partager tous les conseils et petites astuces qui pourront vous aider. Bienvenue Candy. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien te présenter du coup? Oui, bah alors moi c'est Candy. J'ai grandi dans le sud, en montagne, et j'ai toujours fait de la montagne en fait. J'ai pas appris la montagne, et j'habite maintenant dans les Alpes. Du coup, l'endroit idéal pour justement continuer de randonner, d'explorer et de faire du bivouac. Oui, clairement. Et donc, tu as un site qui s'appelle Les Géonotrices où tu partages déjà plein de conseils sur le sujet. C'est ça. Alors avec les Géonotrices, on l'a créé à deux avec mon binôme Enora. Initialement, c'était un blog de voyage. Et au fur et à mesure, on a moins voyagé et on s'est plus recentré sur le local. Et c'est devenu un blog vraiment centré sur la randonnée et les sports outdoor en général. Donc randonnée, VTT. Et puis après, il y a tous les autres sports qui viennent avec, ski de rando ou raquettes l'hiver. J'ai pas encore parlé de trail, mais je vais en faire bientôt et toutes ces petites choses. Et on a aussi créé un programme qui est dédié aux femmes pour les aider à, je dirais, à s'émanciper sur les sentiers et à prendre le lead de leur propre randonnée, soit en solo, soit avec leur groupe, amis ou même en couple parfois. Donc ça, c'est sorti en 2022. Et comme tu as mentionné, on a notre livre qui est sorti cette année, en mars 2025, là, il y a quelques mois. Et là, c'est un livre qui est centré sur les randonnées de plus ou moins longue durée, donc 2 à 16 jours maximum, dans les Alpes, Alpes du Sud, Alpes du Nord et le Massif central. Voilà. Que des choses qui peuvent parler aux auditrices de la sportive outdoor. Bah, Alors, on va j'espère. parler de bivouac. Est-ce que déjà, toi, tu te souviens de ton premier bivouac? Ouais. Mon premier bivouac, bah, j'avais 11 ans. J'étais en fait une semaine ou deux sur un stage UCPA VTT en Lozère à cette époque-là. Donc il y avait une semaine de formation VTT toujours au même endroit. Et la semaine qui suivait, c'était une itinérance en fait à VTT. Et je me rappelle, alors je me rappelle pas de chaque nuit ou quoi, mais je me rappelle d'une nuit où en fait il y avait tellement de vent, tellement de pluie, il y a des tentes qui s'étaient couchées. Bon, on avait 11 ans, hein, on était une bande de gamins en plus. Il y en avait, je crois qu'il y en avait, j'étais avec mon cousin cette fois-là, et il y avait d'autres gars qui étaient venus dans notre tente, d'autres jeunes, parce que en fait, leur tente, elle s'était envolée, enfin, c'était le bazar. Et pourtant, tu vois, ça m'a pas particulièrement dégoûté du bivouac et de la randonnée. Donc, C'est ça c'était qui une est marrant, sacrée il y a semaine. des trucs comme ça, en fait, on en garde des super souvenirs, alors qu'il y a un Ouais, orage pas possible. c'est ça. Alors que ça aurait pu en plus être dangereux, finalement, suivant les conditions. C'est Mais, vrai. mais non, Et c'était. maintenant, qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans le bivouac et pourquoi tu y retournes très souvent? Moi, c'est la tranquillité, retrouver le calme, la solitude. Parce que c'est vrai que quand on bosse tout le temps, ben, la randonnée, je trouve que c'est un endroit où on retrouve un peu de tranquillité quand on part seul ou à deux, trois max. Après, j'aime bien partir en groupe, mais souvent j'y vais pour me retrouver un peu et profiter de la nature et de la tranquillité. C'est quand même super agréable. Ouais, c'est ça. On va parler du matériel, c'est toujours des gros points sur les questions qu'on se pose avant de se lancer. Déjà, quel est l'équipement de base qui est vraiment indispensable pour aller bivouaquer? Alors, je dirais que l'équipement de base, je vais dire que c'est le système de sommeil. Euh, L'idée, ça serait de prendre le sac de couchage et le matelas avec l'abri. L'abri, quoi, qu'on peut le moduler. Euh, donc, le sac de couchage, ça va permettre de rester au chaud. Le matelas, ça va permettre de s'isoler du sol. Et l'abri, bah, finalement, on peut prendre soit un tarp, soit une tente, soit un hamac, soit faire de la belle étoile. Et du coup, l'abri est un peu moins obligatoire suivant comment on veut partir. Mais encore quoi que quand on dit but, c'est bien d'avoir une tente parce que du coup, on est un peu plus à l'aise, un peu plus cosy dans son propre espace et c'est pas mal aussi suivant les appréhensions qu'on peut avoir. Et le tarp, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour celles qui connaîtraient pas? Alors le tarp, c'est juste une toile. Suivant la taille du tarp, on peut faire plusieurs montages. Donc ça va faire juste une toile, par exemple, avec quatre bâtons de randonnée, si on est deux, et qu'on a quatre bâtons. Donc on va juste être protégé sur le dessus. On peut faire un pliage tente canadienne.
Il y a plein de pliages, même moi, honnêtement, je les connais pas tous, mais l'avantage du tarp, c'est sa légèreté, sa maniabilité. Donc, c'est un gros avantage. Mais on a un toit, quoi. On n'a pas toute la structure de la C'est tente. ça. On se protège de l'humidité, je sais, j'ai l'humilité. De l'humidité. Moi, j'aime bien aussi parce que j'ai visu sur ce qui m'entoure. Donc, en fait, le tarp, ça va dépendre des personnes. C'est vraiment très intéressant pour voilà, sa maniabilité, légèreté et suivant comment on est à l'aise dans la nature, mais pour voir ce qui nous entoure toute la nuit, en fait. C'est pas mal. Ouais, c'est bien aussi. Ça. Et comment est-ce qu'on choisit alors tout cet équipement? Parce que donc t'as dit donc le matelas, le sac de couchage. Déjà ces deux-là, comment est-ce qu'on les choisit? Et ensuite, on va dire sa tente ou le système ou le tarp. Bon, si on dort à la belle étoile, il y a moins de Il y problèmes. a moins Mais de problèmes. comment est-ce qu'on choisit tout ça? Alors, on va commencer par le sac de couchage. Le sac de couchage, ça va, en fait, faut définir en quelle saison on va partir. Parce que les sacs de couchage ont des références de température. Donc, il y a la température de confort, la température limite et la température extrême. La seule qu'il faut regarder pour l'achat, c'est la température de confort. Parce que, en fait, les autres, elles sont déjà au-delà de l'environnement dans lequel on peut être. Si on prend une température limite, ça veut dire que déjà, on risque d'être mal si les températures sont plus froides que ce qu'on espérait avoir finalement. Donc, par exemple... Oui, c'est un peu dommage. Ouais, c'est ça, parce que finalement, on a besoin de rester au chaud la nuit, puisque c'est un peu ce qui va nous maintenir en vie. Je veux dire, il y a eu des cas de personnes qui n'avaient pas les bons équipements, soit ils ont mal dormi, il y a eu des accidents. Du coup, le sac de couchage est quand même très, très important. Je vais donner une fourchette de température pour se faire une idée, en fait. C'est-à-dire que pour l'été, c'est bien, c'est de prendre un sac de couchage qui fait entre 0 et plus 9 degrés en température de confort. Pour l'automne, c'est bien de prendre entre moins 10 et plus 9. Donc, c'est une température très large, finalement, par rapport à l'été. Mais l'avantage, c'est que ça couvre un panel de température plus grand. Donc, on sera sans doute plus à l'aise. Et l'hiver, c'est moins 16 à moins 8 degrés de température. Bien sûr, tout ça, c'est à prendre, entre guillemets, avec des pincettes. Faut aussi se connaître un peu soi-même. Est-ce qu'on est vraiment frileux ou pas? Parce que sinon, autant partir en hiver, principalement, par exemple, un sac de couchage avec une température confort plus basse, ce qui va nous permettre d'être plus à l'aise. Alors, tout ça, ça vient avec des prix. Hein. Plus les températures les plages de température sont importantes par rapport aux conditions qu'on veut, plus ce sera coûtant. Mais... La survie, plus on veut de légèreté en plus, et plus c'est cher aussi. Donc c'est ça. Mais c'est important. Et ça veut dire que ouais, bien sûr, ouais, c'est hyper important. Et ça veut dire qu'en fait, potentiellement, t'as aussi, si tu veux faire du bivouac à plusieurs saisons, t'as aussi plusieurs sacs de couchage, parce que tu vas pas te balader avec ton moins 10 degrés en plein été. Exactement. Exactement. Si tu te mets à faire de l'hivernal principalement, enfin, je veux dire, tu peux avoir un sac de couchage qui va te faire printemps, été, automne. Parce que tu peux prendre un sac de couchage avec des températures automnales. Si tu fais de la montagne, de toute façon, ça sera toujours bien. Parce que les températures peuvent baisser en montagne assez bas, même l'été. On peut se retrouver entre 0 et 5 degrés. Je veux dire, c'est pas non plus complètement surprenant. Par contre, donc sur un 3 saisons, tu recommanderais un sac avec une température de confort dans les 0, par exemple? Ouais. C'est ça? Ouais, franchement, nous, c'est ce qu'on a pour... on part avec un sac de couchage température de confort 0, je crois. 0 à plus 5. Mais on fait ça pour printemps, été, automne. Parce que comme ça, au moins, on est en sécurité. Après, ça dépend aussi du milieu. Si quelqu'un décide de partir... alors, l'exemple va être tout pété, entre guillemets, hein, mais... faire le tour de la Bretagne. Je dis tout péter parce que t'as pas le droit de bivouaquer, mais t'as le droit de faire du camping dans tous les cas, donc ça change rien. Si tu pars faire le tour de la Bretagne, t'auras clairement pas besoin d'un sac de couchage qui fait nécessairement des températures 0, tu vois, surtout si tu pars en été, parce que on va pas forcément se retrouver... Alors, il peut faire humide puisqu'on est au bord de la mer, mais par contre, on ne va pas descendre autour de moins 5, 0 degrés, parfois un petit peu moins en été. Ouais, logiquement, ça doit pas arriver. C'est ça, exactement. Donc voilà, ça dépend aussi du lieu. Bon, après, tu ouvres un peu ton sac de couchage éventuellement. Exactement. Finalement, oui, t'as air, ou tu le mets juste en couverture, ce qui peut marcher aussi finalement.
Tu sais, il y a les kilts, c'est aussi un type de sac de couchage, mais c'est un kilt qui se met juste sur toi. Donc, c'est-à-dire que tu as le matelas dessous, le kilt dessus, et voilà, donc tu es un peu aéré. Alors, ça se popularise un peu. Je n'ai pas de connaissances particulières sur le confort du kilt, donc je vais pas trop en parler. Mais, mais c'est quelque chose à considérer aussi, quoi. Ouais, il y a pas mal d'options. Et après, sur les formes aussi de sacs, j'ai l'impression qu'il y a Et f- différentes options. Il y a certains sacs aussi, j'ai vu ça, moi j'ai des sacs, deux sacs de couchage assez standards et très vieux. ouais. Mais j'ai vu que maintenant, il y en avait, qui sont adaptés à la morphologie féminine. Est-ce que tu crois que ça peut être aidant ou pas? Parce que du coup, l'idée, en gros, c'est d'élargir un peu aux hanches, par exemple, et de raccourcir un peu aux épaules. Bah, Pour avoir, c'est disons, possible. comme s'il y a du poids, on a le poids au bon endroit aussi, quoi. C'est pas faux. C'est vrai que je me suis jamais trop penchée sur la question de mon côté parce que je suis un peu filiforme. J'ai pas trop de contraintes de ce côté-là. Donc c'est voilà, c'est un avantage. Mais c'est clair qu'en fait, on peut être à l'étroit dans certains sacs de couchage si on a les hanches un peu larges ou quoi. La nuit, on a quand même besoin de parfois de se retourner un peu ou quoi. Si on se sent complètement engoncé dans un sac de couchage, on va pas forcément passer une bonne nuit parce que plus on est coincé dedans et plus en fait on manque de respirabilité finalement, je dirais. Donc, donc oui, un sac de couchage qui passe, qui est donné pour la morphologie féminine peut être intéressant. C'est quelque chose à considérer. Et après, tu sais, il y a les formes. Bon, alors ça se fait plus en bivouac, hein, mais les formes carrées, rectangles, et les formes sarcophages. Et on a tendance à dire que le mieux c'est la forme sarcophage parce que déjà c'est moins encombrant et ça va effectivement épouser le corps déjà de base. Donc, c'est c'est mieux. Ouais, c'est assez logique. C'est ça. Exactement. Donc voilà, pour les sacs de couchage, c'est à peu près ça qu'il faut prendre en compte, effectivement. Les températures de confort, la forme, et effectivement, bah, du coup, comme tu l'as mentionné toi, la morphologie, les sacs à morphologie féminine, si on sent que ça peut être intéressant pour nous, du coup. Voilà. Ok, trop bien. Et le matelas, alors? Alors le matelas, Gros sujet, le matelas. c'est un gros sujet aussi, quoique c'est assez simple à expliquer le matelas. Le matelas déjà lui, il est fait pour isoler du sol parce que en fait, quand on est couché au sol, si on n'a que le duvet il s'écrase, surtout le duvet justement en duvet en plume, il s'écrase et plus il est écrasé et en fait il y a plus de, on garde plus la chaleur. Donc en fait, le matelas vient isoler du sol puisque de toute façon sous notre corps le duvet sera écrasé. Et pour définir quel type de matelas on a besoin, alors moi j'ai parlé en thermicité pour commencer, ça s'appelle la air value. C'est la caractéristique à regarder pour définir quel type de matelas on a besoin. Donc ça mesure la résistance thermique. Et donc en fait, plus la air value est élevée, meilleure est son isolation. En fait. Donc en hiver, on a des air values qui vont monter jusqu'à 4-5. Et en été, finalement, on peut avoir des 1.5, 2 de air value. Et pareil, si on veut être à l'aise sur au moins 3 saisons, c'est bien d'avoir un 3-4 de air value, ce qui permet de faire du printemps, été, automne avec assez d'aisance. Donc c'est pas mal. Et après, bah, il y a les formes. Mais pour moi, là, la forme du matelas, c'est une question de préférence. Moi, par exemple, j'ai un matelas qui fait la forme de mon corps, donc plus fin au niveau des pieds et un plus large aux épaules. Mais une fois qu'il est plié, finalement, s'il était carré, je pense pas qu'il prendrait beaucoup plus de place. Donc ça dépend de notre aisance. Et puis finalement, avec nos sacs de couchage en forme de sarcophage, nos pieds ils sont coincés. Donc est-ce qu'un matelas carré est vraiment nécessaire? Voilà, ça dépend des personnes. Ça c'est pour moi la forme rectangle ou sarcophage du matelas est un peu plus une question de préférence. Ce qui est vraiment nécessaire à regarder dans tous les cas, c'est l'air value qui permet de définir notre aisance au niveau de la thermique. Ouais, ça c'est Voilà. le point important. Et C'est il y a ça. les matelas qui sont, Ah, je sais pas mousse comment ça s'appelle, enfin, et gonflable. autogonflants ou Bah, gonflables. alors, autogonflant, il y en a eu pendant un petit temps, on en trouve de moins en moins. Donc, je pense qu'ils se font encore un petit peu ou qu'ils sont encore un peu vendus, mais il y avait des contraintes avec l'autogonflant. C'est que des fois, il s'autogonflait pas tout seul complètement, dans tous les cas. Donc, en fait, C'est clair. J'ai c'était toujours trouvé pas... que c'était une arnaque, moi, ce truc. C'est ça. Donc, en fait, c'est pas forcément hyper pratique. Donc, en fait, il y a le gonflable et le matelas en mousse. Le matelas en mousse, il est hyper léger.
mais il est plus encombrant. C'est-à-dire que souvent, un matelas en mousse, il fait déjà la largeur que fait le matelas. Et après, il se plie ou il se roule. Mais il faut l'accrocher souvent à l'extérieur du sac. C'est pas possible de mettre un tapis en mousse à l'intérieur. Par contre, c'est un matelas été. Souvent, il fera 1,5 à 2 de air value max. Donc, c'est un matelas d'été. Et après, c'est les matelas gonflables maintenant qui ont un panel. On a un panel de choix au niveau de l'air value, de la forme. Et finalement, c'est pas encombrant. Donc, c'est un tout petit peu plus lourd par rapport aux matériaux. Mais par contre, il est tout petit. Moi, le mien, il fait à peu près, je dirais, 15 cm de long quand il est rond, et avec 7 cm de diamètre. Donc, c'est parfait pour ranger dans un sac de rando. Ouais, là, direct, ça prend quand même beaucoup moins de place. Et sur un vélo, par exemple, oui, le matelas en exactement. mousse, c'est quand même pas simple à caser, quoi. C'est ça. Bah, moi, je suis partie à VTT en itinérance quelques jours et j'aurais pas pris le matelas en mousse. C'est pas possible. Tu passes le VTT avec le truc sur le dos, tu risques de pas finir ton itinérance. C'est ça. Donc, c'est vrai que ça peut être dangereux en plus, suivant même en randonnée, finalement, les itinéraires que tu vas prendre. Si tu te retrouves sur des sentiers en balcon, en bord de falaise et que tu as ton matelas en mousse qui te déséquilibre, ça peut être dangereux aussi de le prendre. Pour l'avoir vécu une fois sur un itinéraire vertigineux au Pérou où j'ai tapé, j'ai eu le palpitant qui s'est mis à palpiter un peu plus vite parce que c'était un peu stressant. Et... J'avais jamais pensé à ça, mais ouais. Ben, finalement, ça joue. Plus on a de choses accrochées à l'extérieur du sac, et plus ces choses sont larges par rapport à nous-mêmes, et plus il y a de risques que le plus simple, le plus évident, c'est qu'on l'abîme. Mais parfois, c'est que ça nous déséquilibre, et suivant le lieu où on est déséquilibré, ça peut nous mettre en danger, quand même. Clairement. À prendre en compte. Carrément, bon conseil. Ouais, c'est ça. Ça fait peur. Et ensuite, la tente, du coup, on va partir sur la tente. On va partir sur la tente. Est-ce que tu as des conseils aussi sur la sélection? Ouais, alors pour la tente, c'est souvent on a des tentes 2 saisons, 3 saisons et 4 saisons. 2 saisons, c'est vraiment pour l'été. 3 saisons, pareil, c'est printemps, été, automne. Et 4 saisons, souvent, c'est qu'on appelle ça une tente qui va faire aussi l'hiver. Elles sont plus lourdes. Donc souvent, c'est une 4 saisons qu'on emmène que pour l'hiver. Parce qu'elles sont plus lourdes, plus encombrantes. Donc pourquoi s'enquiquiner avec? Ouais, un peu flemme de l'emmener en plein été, quoi. C'est ça. Puis souvent, après, quand c'est des tentes vraiment hivernales, elles ont en plus un dispositif de conception qui est fait pour l'hiver. Donc des fois, il y en a où elles ont des avancées pour ensuite mettre de la neige dessus, pour bien empêcher la tente de bouger, des trucs comme ça. Donc là, c'est vraiment... faut qu'on ait déjà envie d'aller randonner en hiver. Faut qu'on ait eu l'habitude petit à petit d'avoir fait du bivouac avant pour pouvoir y aller. Enfin, je pense que ça fait exception, hein, mais la plupart des gens commencent pas direct par une itinérance et bivouac hivernal. Ouais, je pensais pas, c'est même pas très recommandable. Genre, premier bivouac en hiver, il y a trop de difficultés en même temps, quoi. C'est ça. Éventuellement, si tu pars avec une agence ou un accompagnateur en montagne, parce que tu te dis, oui, bien sûr. Challenge. Mais voilà, si tu vas seul ou entre potes, faut vraiment savoir ce qu'on fait. Et après, donc voilà, ça c'est une question de saison des tentes qui vont définir finalement quand on en a besoin de les prendre. Et après, il y a 2 types de tentes aussi, c'est autoportante ou tunnel. Donc la tente tunnel, elle ne tient pas toute seule. Il faut absolument pouvoir planter des sardines, ce qui peut être contraignant suivant les terrains. Si on sait qu'on va se retrouver dans des zones de terrain un peu sableux, par exemple, eh ben une tente tunnel, c'est vraiment pas recommandé parce que finalement on pourra jamais accrocher ses sardines et on dormira sur la toile de la tente. Je veux dire, voilà, c'est pas l'idéal. Par contre, l'avantage de la tente tunnel, c'est qu'elle est un petit peu plus légère que la tente autoportante par rapport à sa conception, les arceaux, tout ça. Mais par contre, la tente autoportante, elle est plus versatile. On la monte, si on peut pas accrocher les sardines, une fois que nous on est à l'intérieur, que nos sacs sont à l'intérieur, la tente elle tient en fait, même si elle n'est pas fixée à ces 4 points ou plus. Donc voilà, c'est un gros avantage de cette tente. Bon, à savoir qu'aujourd'hui, on a quand même amélioré les caractéristiques d'une tente autoportante et qu'on a réussi à réduire aussi les poids par rapport à il y a une époque. Donc, oui, c'est sûr, c'est vraiment ça s'est pas mal amélioré de ce côté-là. C'est ça, donc on peut trouver des très bonnes tentes autoportantes, beaucoup plus légères qu'à une époque. Nous, par exemple, on a une tente tunnel. Je pense que la prochaine fois, on prendra une tente autoportante, ce qui permettra
d'être plus à l'aise au niveau du terrain, parfois. C'est vrai que quand tu dois Ouais, faire un amas forcément. de Puis en terre... montagne, c'est pas toujours facile, non, d'arriver à planter ces sardines. Euh, Enfin, si t'as un alors sol ouais, hyper dur. c'est ça. Si t'es vraiment en altitude dans des endroits où c'est plus que de la rocaille, Mm. ben tu peux être un petit peu enquiquiné. Ouais. Dans ces cas-là, tu finis peut-être à la belle étoile. Ça peut arriver. Je pense on a, Surprise. on a un massif juste au-dessus de la maison. Clairement, il y a des spots pour bivouaquer un peu au sommet. Et tu vois, c'est des espaces qui ont été faits entre des cailloux déjà, tu vois, c'est pour protéger un peu du vent. Mais au sol, c'est que de la rocaille. C'est vraiment que de la caillasse. Donc, tu peux pas forcément planter des sardines. Donc, ouais, une tente autoportante peut être très bien. Après, si tu fais de la plaine, si tu fais... et encore de la plaine. Bah, c'est pour une anecdote, quand on était parti faire le chemin de Saint-Guilhem, c'était 12 jours d'itinérance. Toute la partie Aubrac, c'était parfait avec la tente autoportante. Et en fait, après toute la partie gare, impossible, déjà difficile de bivouaquer. Mais dans les endroits où on aurait pu bivouaquer, c'était très difficile de planter les sardines. Donc, ouais, tu te retrouves avec des tas de cailloux au niveau des sardines pour essayer de les faire tenir. Mais bon, tu sais pas s'il y a un coup de vent ou quoi, si tu vas avoir la tente debout encore. Tu vas Donc, voir ta tante qui va c'est ça. s'effondrer pendant la nuit. Et comme j'ai vécu quand j'avais 11 ans, ça peut arriver. Ça, c'est clair. Et est-ce qu'il y Donc, a d'autres choses auxquelles il faut faire attention dans le choix de la tente? Je sais pas, sur d'autres caractéristiques, même la forme. bah, pour moi, la forme, c'est pas forcément. Bah, de toute façon, la tente tunnel ou autoportante va induire un peu sa forme Oui, c'est sûr. la plupart du temps. Bah, il y aura son poids. Parce qu'en fait, il y a un panel de poids bien différent. D'ailleurs, la tente hiver est aussi, je sais plus si j'ai dit, mais beaucoup plus lourde. Mais il y aura un panel de poids maintenant qui est assez incroyable, même fort. Alors, fort classe, Simon, vu qu'il y a eu des changements dans la marque, je suis plus très sûre, mais on fait des Décathlon, tentes. quoi. Oui, voilà, Décathlon, exactement. On fait des tentes hyper légères et assez. En fait, les bâtons viennent pour en support pour faire fonction d'arceau. Mm. Et puis après, il y a des tentes qui sont encore un peu plus lourdes à l'heure d'aujourd'hui. Ferrino, qui ont encore des tentes un petit peu plus lourdes. Un autre point à voir, bah, c'est le budget que tu vas avoir, forcément. Ben, tu peux trouver un juste milieu. Hein. Aujourd'hui, on va forcément trouver un juste milieu. On fait un peu de concession sur le poids, mais on récupère un peu sur le prix, des choses comme ça. Et après, bah, ça dépend. Est-ce que tu pars seul, à deux, à trois? Des fois, si tu randonnes beaucoup, tu peux être que deux, mais une tente pour trois personnes, c'est pas mal parce que tu peux mettre les sacs. Si t'as un chien, tu peux mettre le chien. Si t'as un pote un jour, tu peux mettre le pote. Je veux dire, il y a pas. Multi. Voilà, c'est ça, c'est un peu l'avantage. Et après, moi j'aime. Alors ça, c'est un truc on voit pas beaucoup sur Internet. Moi, j'aime bien le considérer. C'est le niveau de discrétion que tu vas avoir, que ce soit pour pas déranger la faune ou pour pas te faire trop voir. Moi, j'aime bien la discrétion dans la nature, même si des fois on se retrouve dans des endroits où tu es sûr que tu croiseras personne. Mais en fait, je préfère les tentes vertes. Ouais, pareil, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Une tente orange fluo, clairement, c'est pas très discret. Moi, là, j'avais une tente, enfin, je l'ai toujours d'ailleurs, mais que j'avais gagnée sur Instagram. C'est très drôle, Ouais. cette histoire de cette tente. Je participe jamais à des jeux concours, donc c'était un truc de fou. Mais elle est super, hein, mais elle est rose. Ouais. Et, et j'avoue que je bug un peu sur cette tente parce que quand je l'installe, je me dis, bah, ça fait un peu genre, là, il y a une fille qui est seule. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. Ouais. Et c'est vrai que j'aime pas trop le truc, quoi. Je suis pas hyper à l'aise avec ma tente rose. Bon, là, j'en ai une autre verte, justement, que j'ai Voilà. choisie verte en me disant, c'est bon, ça va se fondre, là, dans C'est ça. l'environnement. Et ben, Mais ouais. c'est vrai qu'il y a pas mal de disparités là-dessus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, rouge, j'avais jamais vu, mais intéressant. Mais souvent, t'as orange, rouge. T'as des tentes comme ça, et c'est vrai que, Jaune, ouais. ouais, c'est pas assez discret pour moi. Mais c'est à prendre en compte, hein, parce que je trouve qu'en tant que femme, on se pose souvent beaucoup de questions. Bah, il y a d'ailleurs le livre de Clémence et Camille, Randonneuse le guide, qui montre aussi pas mal de questionnements et tout ça, hein, qui est vraiment intéressant. Et alors, on n'aborde pas forcément la couleur de la tente dans le livre, mais en fait, ça montre que les femmes ont besoin aussi de trouver ce qui vont les mettre à l'aise. On a souvent tendance à chercher ça, et pour moi, une tente orange, ça me met pas à l'aise. Quoi. Ouais, Voilà. en tout cas, pareil pour moi. Donc, c'est déjà deux À partager comprendre. ça. Au moins, le fait de se poser la question permet de décider, quoi. Mais c'est C'est vrai que ça. je pense enfin, si on sait pas vraiment poser la question, on voit une tente jaune, on se dit, bon, bah, je sais pas, c'est comme ça, et puis voilà. Oui, Mais non, il y a quand même différentes couleurs qui existent, donc, c'est ça. Et la plupart des marques ont quand même des gammes en vert. Des fois, ils ont même une seule teinte va avoir deux, peut-être trois couleurs. Souvent, c'est deux, mais
Tu vois, nous, la Ferrino qu'on a, je crois qu'il y a une gamme orange et puis une gamme verte. Quoi qu'ils ont peut-être arrêté la orange parce qu'on la voit plus, mais c'est sûr que enfin, c'est intéressant de pouvoir prendre ça en compte. En fait, une fois qu'on le sait, comme tu dis, hein, une fois qu'on le sait, on peut le prendre en considération, mais tant qu'on n'a pas cette info, bah, celle-là, elle est bien pour toutes ses caractéristiques. Mais après, tu te dis, merde, elle est vachement voyante Mais quand elle est même. rose. Exactement. Voilà. C'est clair. Et pour s'alimenter, si on veut cuisiner en bivouac. Alors évidemment déjà il y a l'option si c'est un premier bivouac où juste on peut emmener du pain et du fromage ou enfin n'importe quoi mais pas avoir forcément besoin de cuisiner. Mais si ensuite on a envie de se faire un bon petit plat et tout, qu'est-ce que tu conseilles d'avoir? Alors là, il va y avoir plusieurs écoles, plusieurs façons de faire. Pour moi, il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. C'est juste tout est un peu différent. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. La première chose, ça va être tout préparer en amont à la maison. Pas forcément le repas entier, mais on va préparer par exemple de la semoule, de la polenta ou des pâtes qui cuisent vite. On va se préparer des petits légumes peut-être déjà coupés dans un petit sachet en Ziploc et tout ça. Et puis on va cuisiner sur le terrain pour se faire vraiment quelque chose qui est vraiment très bon. Alors, il y a des spécialistes de ça. Moi, ce que j'aime moins avec ça, alors voilà, c'est que mon point de vue, hein, je pense qu'à partir du moment où moi je donne ces informations-là, il faut aller creuser en fonction de ce que nous, on a envie de faire après. Moi, ce que j'aime pas, c'est que là, il faut emmener pardon, une casserole, les couverts, la base, mais en plus, on va avoir à faire de la vaisselle, parce que si on part une nuit à l'arrière, tu dis c'est bon, je remballe tout, je fais ça à la maison, 2, 3 nuits, il faut nettoyer. Et ça veut dire que c'est tout un peu plus compliqué. Moi, j'aime pas nettoyer quoi que ce soit dans la nature, même si je prends des savons biologiques, écologiques, biodégradables et tout ça. Ça me plaît pas. Je déteste qu'on fasse sa vaisselle dans les ruisseaux. Ça me met hors de moi. Parce qu'en fait, on a un impact. Peu importe quel type de savon ou quoi on utilise, on a un impact. Éventuellement, il faut aller prendre dans sa casserole de l'eau, aller faire ça à 70, 100 mètres du ruisseau ou du lac ou quoi, parce que la terre va filtrer la saponine et tout ce qu'il y a dans les savons. Et voilà, ça met une certaine logistique qu'il faut être prêt aussi sur le terrain à avoir. Enfin, voilà, il n'y a pas de choix. Mais il y a moins de déchets. Souvent, on a préparé tout ça à la maison, il y a moins de déchets. Voilà, c'est pas inintéressant. Et la deuxième version, c'est des plats déshydratés ou lyophilisés. Bah là, souvent, on a besoin juste d'une cuillère fourchette, une spork, comme ils disent les anglophones, fork et spoon, et sa popote pour faire réchauffer de l'eau. On n'aura plus qu'à réhydrater dans le sachet, et pour la plupart, on peut même manger dans le sachet finalement. Donc là, ça fait des déchets, les emballages, mais par contre, ça fait moins de logistique sur le terrain. Bon, le truc important après, c'est, parce qu'on l'a déjà vu, c'est de ramasser bien ces déchets et de les jeter dans une vraie poubelle. Bien sûr, là c'est le conseil, enfin juste pitié, faites pas différemment quoi. C'est ça. Et puis même, je dirais, dans des poubelles publiques à la rigueur, parce que nous, on a retrouvé, on habite sur un sentier de randonnée, on a retrouvé dans notre poubelle à recyclage des lingettes et tout un jour. Je me dis, mais c'est pas possible. Je veux dire, comment on peut se prétendre randonneur et se dire c'est pas grave, allez, je jette ça dans la première poubelle venue chez les gens, dans une poubelle qui est clairement bandée recyclage. Oh, donc voilà, pour moi c'est des choses c'est une petite anecdote encore à côté, mais voilà, on a des déchets. C'est des bons exemples. Voilà, ouais, c'est ça. On se libère de nos déchets de manière tout à fait respectueuse et normale, quoi. Voilà, ça devrait être la base. Mais voilà, pour revenir à l'alimentation, voilà, pour moi, c'est ces deux points-là. C'est préparer tout en amont pour cuisiner sur le terrain ou prendre des lyophilisés ou déshydratés pour réchauffer sur le terrain. Après, quand on rentre plusieurs jours, il faut aussi considérer qu'est-ce qu'on a besoin de manger au niveau calories, finalement. Et des fois, quand on se prépare soi-même, il faut être prêt aussi à tout compter. Qu'est-ce que je vais avoir besoin en calories, en glucides, en lipides, voilà. Tout ce qui est lyophilisé, souvent, tu regardes sur le paquet, ça te dit tant de calories et c'est intéressant. Après, je pense pas qu'il faille faire que du déshydraté ou lyophilisé sur un itinéraire de plusieurs jours. C'est pas forcément toujours. Alors, ils sont de mieux en mieux. Hein. Le goût commence à être très bon par rapport à une époque où j'avais commencé à. Toute première fois que j'avais goûté ces trucs, j'ai dit c'est pas possible, c'est pas possible en fait. Tu peux pas manger ces choses-là et te dire waouh, j'adore. Mais
voilà, tu peux faire des mix entre des petites choses que tu as préparées, entre quelques plats déshydratés ou lyophilisés. Quand tu pars longtemps, tu fais ça, tu mélanges avec des choses que tu vas trouver sur l'itinéraire, en fait, des épiceries, parfois des restaurants si tu peux te le permettre à certains moments, des producteurs locaux, tu vas retrouver du pain, des boulangeries, du fromage, enfin, tu vois, c'est alterner tout ça. Nous, on aime bien avoir un certain nombre de lyophilisés dans le sac. En plus, ça peut pallier s'il y a une épicerie qui est fermée ou quoi. Mais en fait, repérer sur le terrain tous les endroits où il va y avoir des épiceries, des restaurants, tout ça. Et en fait, c'est comme ça permet d'alterner sur tout l'itinéraire. Où est-ce qu'on se ravitaille? Où est-ce qu'on achète pour manger le soir même? Quand est-ce qu'on aura besoin de ce que nous, on a emmené? Et ça permet, en fait, oui, du coup, de créer c'est un peu une organisation, hein, finalement. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent partir un peu en se disant, bah, là, c'est l'aventure, c'est la liberté. Mais l'avantage d'organiser, de planifier, ça veut dire que souvent, on part avec moins sur le dos, les au cas où et tout ça. Mais on reviendra sur le sujet après. Et voilà, on organise mieux sa nourriture, ce qui est hyper important pour partir plusieurs jours avec un sac sur le dos, les calories qu'on va dépenser et tout ça. Voilà, c'est clair. Et est-ce que dans le choix du réchaud qu'on emporte, il y a quelque chose de spécial à savoir? Alors, je pense pas que c'est quelque chose de spécial à savoir. Ça dépend des envies de chacun. Nous, on a un petit réchaud. Tout ce qu'il y a de plus simple, c'est une cartouche de gaz avec le petit réchaud qu'on visse dessus. Et on a une casserole. Dans la casserole, on a toujours le réchaud. Quand on est dans le sac, on a le petit bout de réchaud qui se visse dessus. On a les couverts qui sont dedans. Une petite serviette quand même pour essuyer tout ça. Mais en fait, voilà. Et après, il y a d'autres types. Maintenant, c'est les jet boil. C'est une cartouche de gaz aussi, mais c'est un espèce de réchaud. Mais en fait, ça met quelques secondes, quelques minutes, infimes minutes max à faire bouillir ton eau. Mais je l'ai jamais manipulé moi-même à l'heure d'aujourd'hui, donc je sais pas ce qu'il a de mieux. Et après, il y a les réchauds. Alors voilà, il y a deux écoles aussi. Il y a le réchaud briquet, ce qu'on a, qui n'est pas très dérangeant. Et il y a le piezo. C'est un petit bouton sur le réchaud qui permet de faire une étincelle comme à la cuisine finalement. Et quand tu ouvres le gaz, ça va faire tu t'appuies dessus, ça fait l'étincelle, ça allume le feu. Ça dépend des choix. Je veux dire, une fois, on a eu une réflexion pareil sur Instagram parce que notre truc n'avait pas de piezo. Je me dis, au pire, c'est moi qui vis avec. Je veux dire, à un moment donné, c'est moi qui l'allume le soir. Hein. C'est pas très grave. Ok. Oui, alors là, effectivement, c'est juste un choix, quoi. C'est ça, c'est juste un choix, je veux dire. Et puis avoir un briquet avec soi peut être utile pour d'autres circonstances. Je veux dire, tu te retrouves dans une cabane non gardée, il y a une bougie, t'es content d'avoir un briquet plutôt que ton piezo aussi. Parce que tu pourras pas allumer ta bougie. Enfin si, tu pourras peut-être le faire sur le réchaud, je veux dire, mais c'est pas mal un briquet. Ouais, non, effectivement, de toute façon, ouais. En tout cas, faut le savoir, mais c'est un choix perso, quoi. C'est ça. Chacun fait ce qu'il veut, après. Pour certains trucs, je veux dire, tant que ça ne nous gêne pas, nous, on choisit ce qu'on veut. Oui, exactement. Voilà. Et que ça n'a pas d'impact. C'est ça, sur la nature ou sur les autres. Donc voilà, pour les réchauds, c'est à peu près tout. Après, si il y a différents types de carburant. Donc il y a le gaz qui est le plus commun et le plus facile d'accès, mais il y a aussi de l'essence. Mais ça, souvent, c'est pour les alpinistes ou ceux qui vont faire des grandes expéditions. C'est des petites bouteilles. On va mettre de l'essence dedans. Je sais pas quel type d'essence nécessairement. Je sais pas du tout. C'est facile à trouver, hein, je veux dire, si on s'intéresse au sujet. Mais voilà, donc, et après, en fait, tu peux avoir, en fait, de cette cartouche, certains réchauds, tu vas avoir que réchaud à essence, et d'autres, tu vas avoir réchaud gaz et essence, c'est-à-dire que tu auras deux tuyaux, et tu peux mettre l'un ou l'autre, ce qui permet, suivant le pays, la situation, d'adapter ton carburant. Et ça peut faciliter la vie. J'avoue que si on randonne en France ou dans la plupart des pays d'Europe, c'est pas nécessaire d'avoir un réchaud à essence parce que c'est un peu plus de logistique aussi. Il faut le nettoyer bien plus régulièrement. C'est un peu plus délicat à gérer. Et ouais, voilà, c'est à savoir. C'est intéressant de connaître ce fonctionnement, ce principe de réchaud aussi. Mais voilà, c'est à considérer qu'à partir du moment où on va faire de l'expédition, mais là, c'est plus notre domaine, donc je peux pas en parler nécessairement. Ouais, bien sûr, non, mais c'est bien comme ça, on le mentionne. Là, on est plutôt sur, effectivement, premier bivouac, mais c'est bien, comme ça, on a les options en tête. Ouais, on connaît maintenant, et voilà, mais je m'avancerai pas, moi, au-delà. Et est-ce que, ça c'est toujours un des gros points, est-ce que tu as des conseils pour préparer son sac sans se surcharger? Gros point, en général, quand on débute, on emmène sa maison avec soi.
C'est ça, c'est ça. Ouais, on a déjà vu nous sur les sentiers ce genre de cas et c'est vraiment pas agréable. On a eu de la chance, on l'a pas vécu, euh, mais c'est vraiment pas agréable d'emmener tous les au cas où. Donc justement, le truc à ne pas faire, c'est d'emmener tout ce qui peut nous servir potentiellement sans savoir réfléchir en amont. Est-ce que ça va vraiment me servir ou quoi? Donc en fait, c'est un peu un process de pas trop surcharger son sac, pardon. L'idée, ça serait peut-être de faire une liste complète du matériel qu'on veut prendre. Et après, dans cette liste qu'on aura, enfin, au début, quand on ne sait pas trop, on peut trouver des checklists sur Internet pour se faire une première base, savoir quel matériel il faut qu'on loue ou qu'on achète en fonction de, voilà, de ce que c'est. Et après, tout ce matériel qu'on a listé, on fait en 3 catégories. Donc, il y a les indispensables, ceux avec quoi on ne peut pas ne pas partir. Excusez-moi. Les utiles et les complètement inutiles. Déjà, ça va permettre de faire une première phase de tri avant même de partir. Et puis pour chaque question, chaque point, on peut se poser plusieurs questions. Donc c'est est-ce que cet objet-là va vraiment m'être utile? Est-ce que je pense qu'il va vraiment m'être utile? Si oui, à quoi est-ce que je pense qu'il va me servir réellement? Est-ce que je vais m'en servir tous les jours ou est-ce que c'est peut-être juste pour one time, tu vois, un truc one shot. Si c'est que one shot, est-ce que je peux faire sans? Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y aura un autre objet qui pourra faire un peu la même fonction dans mon équipement actuel? Est-ce que je dois l'acheter ou est-ce que je peux le fabriquer, le bidouiller, tu vois? Voilà, c'est plein de petites questions à se poser en amont, mais ce qui permet de faire un premier tri. Et après, bah, une fois qu'on est parti sur son premier itinéraire, ce qui est pas mal, c'est de faire un point, de reprendre son sac, surtout les toutes premières, enfin les 3-4 premières itinérances, que ce soit 2 ou plusieurs jours par exemple, mais c'est de faire un point sur ce qu'on a pris et ce qui nous a vraiment été utile et ce qui nous a pas du tout été utile, parce qu'on a tous tendance à se dire, ah, ça, je vais le prendre quand même. C'est Et clair. ben, on l'a pas utilisé en fait. On réalise que certaines choses, on l'a pas du tout utilisé. Mais l'avantage de faire ce point à la fin, c'est de définir, ok, bah ça, je pensais que je l'aurais utilisé, bah en fait non, pas du tout. Donc la prochaine fois, bah je vais peut-être pas le prendre finalement. Ou bah pareil pour tel ou tel objet. Donc c'est pas mal de faire ce genre de choses. Vraiment faire des points, se poser des questions. Ça prend un peu de temps au début, mais c'est puis peser aussi son sac. Enfin son sac, ses équipements. Parce que des fois, on peut trouver Ouais, ça plus peut léger. servir à se rendre compte que en fait c'est pas viable le truc. C'est ça, On va pas exactement. porter ça pendant 3 jours. Exactement. Donc voilà, c'est des petites choses pour pas surcharger son sac, c'est vraiment une question d'organisation et de se poser les bonnes questions. Parce que euh, parce que c'est ça un peu l'erreur de base, quoi. Mm. Partir Est-ce que trop tu lourd. vois d'autres erreurs comme ça classiques de débutants qui sont spécifiques au matériel et qui seraient à éviter? Des fois, c'est peut-être partir avec des chaussures trop neuves. C'est lié aussi Ah au oui, ça c'est matériel, terrible. mais je pense que des fois, on fait pas gaffe. On va s'acheter des chaussures pas trop longtemps avant l'itinérance et on va partir. On aura peut-être fait 1 ou 2 randos à la journée, mais en fait des chaussures de trek. Alors ça s'y prête un peu moins aujourd'hui parce qu'on trouve des très bonnes chaussures qui sont de plus en plus souples, mais une paire de chaussures de randonnée se fait normalement. C'est-à-dire qu'il faut les porter quand même plusieurs fois, les roder, les abîmer un peu, dans le sens les assouplir, pour que le jour où on part sur ce trek qui est un peu plus long et un peu plus engagé que tout ce qu'on a fait avant, bah, nos chaussures elles soient faites à notre pied. Ça serait vraiment le coût de la chaussure, c'est hyper important parce qu'il y a 2 choses comme ça qui sont hyper importantes, c'est le sac à dos et les chaussures de randonnée. Parce que si l'un ou l'autre ne nous conviennent pas, il y en a un, il va nous faire des blessures, des ampoules, presque pour certains types de sacs, s'il ne nous convient pas du tout, comme des lacérations, tu vois, des frottements sur les épaules. Et les chaussures, on va finir avec des ampoules tellement énormes que en fait, on pourra plus marcher. Et c'est dommage. Ouais, là C'est ça ruine complètement toute l'expérience. Donc c'est ça. bon conseil. C'est ça, donc vraiment faire attention. Et le sac à dos, des fois, c'est effectivement plus cher d'acheter un sac à dos et des chaussures en magasin que sur Internet. Mais vaut mieux aller en magasin au moins pour essayer, même faire plusieurs magasins, essayer différents sacs, essayer différentes paires de chaussures, revenir s'il faut. Et puis, bah, c'est pas forcément idéal, mais des fois, bah, tu dis après, bah, si tu trouves un peu moins cher sur Internet, tu les achèteras sur Internet parce que finalement, c'est quand même des activités qui peuvent coûter un peu cher.
faire des économies, c'est important, mais le sac et les chaussures, c'est ce qui va être le plus important de tout, en fait. Donc, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il faut peut-être un peu moins se poser de questions et aller chercher ce qui nous convient le mieux, aller les essayer. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment, vraiment important. Voilà. Et au niveau, alors ça c'est toujours une grande question aussi, hyper importante forcément. Là on va parler plus du choix du lieu du bivouac et un peu de tous les aspects pratiques autres que matériels. Déjà, quelles sont les règles à connaître en termes de législation, respect de l'environnement? On confond souvent bivouac, camping sauvage, où est-ce qu'on peut bivouaquer? Enfin, quelles sont les principales règles? Euh, alors, ce qui est intéressant en France, c'est que, en fait, il n'y a pas d'interdiction tant que c'est pas écrit qu'il y a une interdiction. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours se renseigner. Ça met des contraintes, mais finalement, c'est nécessaire parce que ces règles, elles sont pas là pour nous enquiquiner à proprement dit, mais c'est que comme on est de plus en plus nombreux sur les sentiers, on a de plus en plus d'impact. Et faut qu'on considère qu'on peut avoir un impact sur la faune, la flore, qu'il y a des zones qui ont été dégradées à certains endroits juste à cause de l'affluence en fait. Donc voilà, c'est des choses à prendre en considération. Et après, l'idée, c'est de se renseigner en amont parce que les réglementations, législations sont pas communes à toute la France. Il va y avoir des différences entre les communes, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les zones Natura 2000, les zones de protection du biotope, les réserves naturelles, etc. Et après, il y a aussi des différences. Alors, je vais parler que des pays limitrophes, mais il y a aussi des différences entre la France, l'Espagne, l'Italie, la Suisse. Peut-être que tu connais mieux les différences qu'il peut y avoir du côté de l'Allemagne ou de la Belgique. Je n'ai pas ces connaissances-là. En Belgique, c'est Mais interdit. tout court, ok. Et en Allemagne, je crois que c'est interdit aussi, mais alors ça, je suis pas à 100% sûr, mais il me semble. Ok. Tu vois, il faut se C'est renseigner plutôt parce la que. base, c'est interdit, et du coup après, parfois ils mettent en place des zones où c'est autorisé. En fait, c'est Ouais. plutôt dans le sens inverse, quoi. C'est interdit Ouais. de base, sauf si c'est autorisé. Ouais, Et voilà. En Belgique, c'est pareil, c'est ça en fait. Ok. Tu vois, c'est des choses qu'il faut aller chercher en fait, parce que toutes ces différentes zones, on va dire, que ce soit une commune, un parc ou une réserve, elles ont toutes en plus des différences parce que certaines peuvent être en campagne, une autre peut être en montagne, la biodiversité va pas être la même, et donc en fait les règles vont pas être exactement les mêmes. En plus, ça dépend dans le sud. Alors pour moi, les feux devraient toujours être interdits et le sont la plupart du temps parce que un feu a un impact sur le sol, mais pendant des décennies en fait. Mais il peut y avoir des différences en plus, même avec un réchaud dans le sud de la France qui est hyper aride l'été, où les départs de feu ils se font en un claquement de doigts, et une zone plus humide qu'on va retrouver un peu plus au nord en France, quoi. Je veux dire, donc c'est des choses, il faut faire attention à tout. C'est une question de bon sens finalement. Des fois, ces réglementations sont aussi une base de bon sens à la base. Euh, et après, comme tu disais, oui, il y a la différence entre le camping sauvage et le bivouac. Le bivouac, en général, c'est on reste une seule nuit. On est en itinérance, que ce soit à vélo, en kayak, à pied, peu importe. On reste une seule nuit. On ne doit pas poser la tente souvent avant 19h et la ranger après 9h du matin. Moi, ce que j'aime bien, c'est chercher le spot parfois avant, même si le jour se couche un peu plus tard, parce que ça va permettre aussi de définir, bon, alors ce spot, il est bien, ce spot, il est pas bien. On en reparlera après, justement, comment choisir son spot et tout, mais en fait, c'est voilà. Et le camping sauvage, c'est des gens qui s'installent un peu plus longue durée au même endroit pendant plusieurs jours. Et là, souvent, c'est pas du tout toléré parce que ça s'apparente vraiment à du squat en fait. Et puis, voilà, c'est pas une critique pour tous, mais tu peux pas rester plus longtemps au même endroit sans considérer déjà si le lieu est interdit au camping sauvage ou pas. Ouais, et ça, en fait, globalement, c'est tout le temps interdit. Tout le temps interdit, ouais, c'est ça. donc, donc voilà. Et puis après, pour se renseigner, du coup, se renseigner auprès des communes, se renseigner auprès des offices de tourisme, directement sur les sites de ceux-là, ils peuvent donner des informations. Les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux doivent avoir des informations. Il y a le site Géoportail aussi qui permet de voir où sont les zones de protection du biotope, donc des zones qui sont souvent interdites au bivouac. Donc en fait, il y a plein d'outils de base pour se renseigner déjà rien qu'à la maison sans avoir à passer un coup de fil.
Donc, Ouais, ça c'est hyper important. C'est le truc, le premier truc à faire quand on ouais, envisage d'aller bivouaquer quelque part, c'est de regarder déjà est-ce c'est que j'ai le ça. droit, est-ce que j'ai pas le droit. Il y Ouais, a parce des que des règles fois, aussi parfois particulières où dans un parc on n'a pas le droit, sauf à proximité immédiate d'un refuge où en oui, la fait là vanoise. c'est autorisé. Mm, Enfin, il y a vraiment c'est ça. plein de règles Exact. quoi. Donc renseignez-vous. Ouais, c'est ça. Comme ça, au moins, il y a personne qui commet d'impair et on fait les choses bien, quoi. Est-ce que du coup c'est quoi tes techniques pour choisir ton spot de bivouac quand... Est-ce que déjà une fois que je sais pas tu prépares ta randonnée, tu vois, tu te dis bon bah là l'idée c'est de faire un bivouac plus ou moins dans cette zone, ou est-ce que en fait c'est vraiment au fur et à mesure de la journée que tu te décides? Une fois que t'es un peu sur les lieux, comment tu fais pour repérer un endroit où tu vas avoir la place en fait d'installer Ouais. ta tente, qui est peut-être un peu à l'abri? Enfin, est-ce que t'as des techniques à partager? Ouais, pour ça, moi, je fais, bah, comme je prépare pas mal de choses en avance, comme pour les repas, je fais un peu pareil pour le bivouac, c'est-à-dire que sur notre itinéraire qui sera tracé, que ce soit un itinéraire officiel ou un itinéraire que j'ai tracé moi-même, je vais observer la carte IGN. Je vais observer sur Géoportail, enfin, le satellite aussi, enfin Géoportail ou Google Maps, hein. Et parfois je pousse jusqu'à aller voir sur Google Earth, ce qui permet d'avoir un petit peu de relief et de 3D. Et tout ça mis bout à bout, ça permet de faire des repérages en disant bon bah cette journée-là, elle fera à peu près tant de kilomètres, tant de dénivelé, donc j'estime qu'on va marcher à peu près jusqu'à tel endroit, tu as une zone. Et du coup, tel endroit, ça nous permettrait sur la carte de se dire bon bah là, ça pourrait le faire. Donc c'est un peu comme ça que je fais. C'est des fois on se fait avoir, hein. Des fois, il faut marcher un peu plus longtemps parce qu'en fait, tu n'avais pas anticipé que ton terrain, bah, en fait, c'est vert hein, sur la carte, mais qu'en fait, tu peux pas planter de sardines, comme on disait, voilà, parce que tu as une tente autoportante. T'as pas une tente autoportante? Ouais, si, oui, non, t'as raison, t'as pas une tente autoportante. Et du coup, voilà, tu te retrouves aussi sur le terrain à devoir gérer les aléas, mais faire une préparation en amont permet de passer moins de temps sur le terrain. Parce que tu peux dire, ah bon, bah Ouais, si là ça diminuer un marche peu pas, cet aléa. c'est ça, exactement. Ce qui est finalement pas mal, parce que sinon, je pense que moi, je pense que si je faisais pas cette préparation, à partir de 15h, je serais en train de regarder où est-ce que je pourrais dormir, tu vois. Même si après, tu plantes pas la tente jusqu'au soir, mais tu sais, tu es en train de te dire, bon, bah là, je sais pas où j'en suis, quand ça va être bon, donc t'es là en train de regarder. Et tout, Ouais, 15h. ça peut te pourrir l'expérience, enfin, C'est ça. les heures avant parce que t'es un peu en stress. C'est ça. Après, on est tous différents, hein. Moi, j'aime bien un peu m'organiser, parce que du coup, ça, comme je disais, ça met une légèreté d'esprit. Tu penses à autre chose pendant que tu es sur le terrain, parce que tu sais ce que tu as organisé. Après, c'est qu'une question de personne. Oui, pour d'autres personnes, c'est aucun stress et tout au dernier moment. Ça, c'est, C'est ça. normalement, on se connaît quand même au bout d'un moment. On sait ce Oui, qui nous convient. exactement. Ça, c'est une question de. Mais voilà, observer les cartes, en fait, avoir son tracé sur ta carte, peu importe l'outil que tu utilises, hein, et puis après le mettre sur Google Earth, le mettre sur Géoportail, observer la carte IGN, observer les différents topos. Tu peux regarder aussi, pas te mettre trop proche de l'eau, parce qu'en général, on dit ne pas bivouaquer trop proche de l'eau, non seulement parce qu'on ne peut pas avoir d'impact, nous, sur la zone, il y a des animaux qui peuvent venir boire aussi la nuit, mais en plus, parce que tu vas avoir de l'humidité à proximité, le matin, c'est un peu désagréable. Mais, euh, mais en fait, il faut regarder ces points-là aussi, parce que si t'es pas trop loin, tu pourras récupérer de l'eau, surtout si tu as une gourde filtrante ou des pastilles. Si t'es trop loin, bah peut-être qu'il faudra que tu gères l'eau avant dans un village la veille au soir, avant de trouver ton spot pour pouvoir avoir de quoi te cuisiner ou enfin, des choses comme ça en fait. Ça permet d'un peu de faire du repérage en amont. Ouais, hyper important. Mm. Et comment est-ce que tu gères l'aspect hygiène, on va dire, toilette, je sais pas, brossage de dents, tout ce qui est hygiène en bivouac? Alors brossage de dents, pour le plus simple, on prend des pastilles. En général, c'est des pastilles dentifrice. On essaye de prendre le plus simple possible. On n'achète pas des pastilles pareil les plus chimiques. Enfin, je sais pas si ça existe, hein, mais enfin, pas du Colgate ou des trucs comme ça. On essaye de prendre plus des trucs un peu plus sains. Euh, Par exemple, il y a la marque Comme Avant qui est faite à Marseille, qui voilà, c'est fait, c'est très sain. Il y a très peu d'ingrédients dans chaque produit qu'ils font, hein, que ce soit des pastilles dentifrice, du déodorant solide souvent, des shampoings ou des savons. Et en fait, quand on se brosse les dents, on s'éloigne encore une fois des cours d'eau. Et après, ben, en prenant ces pastilles, tu craches dans la terre, et ce qui fait que la terre va faire cet effet de filtre. Et après, ce que j'aime bien, moi, c'est passer un coup d'eau dessus, parce que sinon, ça fait un peu sale. Et en plus, ça permet de diluer un peu.
Voilà. Pour la toilette, ben, vu que j'aime pas me laver dans les cours d'eau, les lacs et tout ça, parce que je peux pas faire ça. Soit on a, en fait, j'avais construit, bah là, je l'avais fait main dans une vieille serviette microfibre. J'avais fait des gants de toilette parce que bah, j'ai jamais trouvé de gants de toilette microfibre dans le commerce. Donc c'est pas grave, une vieille serviette microfibre, on coupe des petits bouts, on fait un gant, et là après on l'humidifie, et en fait on se fait une toilette de chat. Et après, si on part vraiment longtemps, l'idée c'est de trouver des campings tous les quelques jours. Comme ça, au moins, camping ou refuge, hein, ça dépend des gens, tu vas me dire, mais camping, refuge, gîte tous les quelques jours. Comme ça, tu commences par faire des toilettes de chat au début, tu te fais une bonne douche, suivant la durée de ton itinéraire, tu fais ça, tu alternes quoi, pour Ouais, allier les bon deux. conseil aussi, ouais. C'est ça. De ce côté-là, ouais, c'est un peu ça. Après, pour moi, il faut accepter que quand on fait de la randonnée, ben, on va pas avoir le même hygiène qu'à la maison. C'est comme ça. On est un peu hors de notre zone de confort et c'est un peu plus route. Mais on C'est est clair. tous dans le même cas, hein. Tous les randonneurs vététistes qu'on croise, enfin, tout le monde vit ça en fait. C'est voilà, sur cette Oui, c'est pas partie-là. très grave en fait. C'est ça, exactement. Et après, pour l'hygiène au niveau des règles, bah ça, c'est vraiment très spécifique à chacune d'entre nous. Qu'est-ce qu'on préfère utiliser? Qu'est-ce qui est le plus simple pour nous? Voilà, enfin, moi, j'aime bien les cups, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas les cups en randonnée parce que c'est compliqué, parce que le nettoyage, c'est ça. Bah, ça dépend du flux aussi, ça dépend de plein de Mm. choses. Donc j'avoue que, en fait, toutes les options sont possibles. Prendre du jetable éventuellement en randonnée si c'est plus simple. Avoir quand même quelques lingettes à portée de main parce que bah, c'est quand même plus hygiénique à des moments que juste de l'eau de la rivière ou quoi. Enfin, c'est une organisation. Ouais, Ouais. pour le coup, c'est À important d'en réfléchir un peu parler. à ça. Ouais, c'est ça, c'est important, mais on est toutes différentes. Et donc Totalement. il y a pas une Et meilleure pour manière. aller aux toilettes, tout simplement. Alors bah pour un petit pipi, c'est pas compliqué, on se cache derrière un arbre. Il y a les pistes de boue maintenant qui existent cependant parce que ça évite aussi de devoir complètement se déshabiller, s'accroupir et tout ça. On est encore plus discrète. C'est hyper intéressant comme objet. T'as juste une fois que t'as fait pipi, tu le rinces et puis tu le remets dans un ziploc ou quelque chose et hop dans le sac. Et puis dès que tu peux le rincer un peu plus dans un camping ou quoi, tu le laves quand t'en profites pour les laver à ce moment-là. Pour les gros besoins, le truc hyper important pour moi, c'est d'avoir une petite pelle rétractable ou une petite pelle en titane, de faire un trou alors, voilà, à l'écart des sentiers ou à l'écart des zones qui sont évidentes que c'est des zones de bivouac, de faire des trous d'une 10 à 15 cm, de faire nos besoins dedans et de reboucher. Par contre, le papier, on le ramène toujours avec nous dans un sac poubelle qu'on aura toujours dans notre sac à dos et on jettera tout le sac poubelle à la fin de l'itinérance finalement ou occasionnellement sur le sentier. Mais ouais, moi, ça, je comprends pas, c'est qu'il y a encore autant de papier hygiénique, enfin de papier toilette dans la nature. Ça me Ah, ça, c'est fou, dépasse. ouais. Parce que c'est simple en fait de se dire puis souvent c'est pour des pipis, mais de se dire j'ai un petit sac. Des fois, moi, honnêtement, la journée, je pars à la journée, un petit sac à crotte de chien. Tu le mets dans une poche de sac à dos, tu mets tes papiers dedans, même si tu as juste fait un pipi, quoi, je veux dire. Donc, en fait, je pense qu'il n'y aurait C'est pas pas d'excuse. compliqué. Non, il n'y aurait pas d'excuse, aucune excuse, aucune complication, rien du tout. Donc, c'est vrai, Ah, voilà, et puis c'est toujours un vraiment sac. dégueulasse. Enfin, déjà, ça met 3 plombes à se dégrader, donc pour la Mm, nature. Et puis, bah, enfin, il y a des fois, c'est hallucinant. Tu te dis, mais mm, en fait, il y a 15 personnes qui sont passées, il y a du papier partout. Enfin, c'est t'es dans ça. la forêt, c'est pas Et puis possible, ça quoi. choque pas les uns derrière les autres, tu vois. Mm. Une fois le premier est passé, il se dit oh bah c'est bon, quelqu'un l'a fait avant moi, je peux le faire, je sais pas. Mais non, Ouais. c'est pas compliqué d'avoir un sac poubelle, c'est pas lourd un sac poubelle, pas très encombrant et le papier toilette non plus. Donc c'est vrai que tu te dis bah je ramène tout ça parce que faut penser à l'impact qu'on a. Pour nous, c'est dégueulasse visuellement et puis on pourrait marcher dedans, mais il y a les animaux sauvages derrière ou les chiens qui sniffent Mm. tout dès que les gens qui partent à la randonnée avec leurs chiens qui mettent le nez là-dedans quoi. À Mm. un moment donné ça, ouais, ça me dépasse. Ouais, non, vraiment, pas compliqué à faire, là. C'est ça. Prenez un sac et c'est bon. Exactement. C'est le truc, enfin, de bon sens aussi par Basique. excellence, quoi. Ouais, voilà. Ah, c'est la même logique, quoi. On ne doit laisser aucune trace, en fait. Bah oui, Donc, on ramène tous ces déchets et ça en fait partie, quoi. c'est ça. C'est ça.
Ça serait la base. Et est-ce que t'as un conseil pour quelqu'un, tu vois, qui appréhenderait de dormir pour la première fois dans la nature? Seul ou Euh, pas seul, hein. ben, déjà se lancer, mais peut-être pas seul la première fois si vraiment t'as peur. Comme ça, je dis. Et ce que j'aime bien dire dans ces cas-là, c'est la plupart qui veulent se lancer en bivouac ont déjà peut-être sans doute un peu randonné. L'idée, c'est de te dire, bon, là, je vais faire une première nuit dehors sans prendre la tête sur un itinéraire. C'est-à-dire que j'ai fait cet itinéraire-là à la journée, je sais potentiellement où je peux dormir déjà. Je vais prendre ma tente, je vais partir dans l'après-midi, je pose ma tente et je repars le lendemain. Déjà, c'est un itinéraire que tu connais, donc tu as un peu moins de stress de ne pas savoir où tu mets les pieds, tout ça. Ça te permet de te dire, je l'ai déjà fait, je connais aussi l'ambiance. J'ai déjà vu le type de personne qui randonnait ici, tu vois, ça rassure en fait. Parce qu'en fait, souvent, alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ton cerveau qu'il faut adapter. C'est comme le vertige en fait. Plus on le fait et plus notre cerveau va voir, ok, ça s'est bien passé, donc c'est pas si pire. Ok, ça s'est bien passé, donc c'est pas si pire. Et en fait, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Après, je dis pas qu'on arrête complètement d'avoir peur, tu vois. Je pense qu'on aura toujours une appréhension, surtout surtout c'est toujours pareil. Hein. Enfin, il y a des hommes qui ont peut-être cette appréhension, mais en tant que femme, on a souvent ces appréhensions, nos premiers bivouacs. Et puis ça peut ne jamais vraiment partir. Enfin, moi, quand je suis en bivouac, si je suis seule, il y a toujours une part de moi qui est en hypervigilance. C'est comme ça, tu vois, mais je veux pas m'empêcher de le faire parce que j'ai un peu peur. Parce que sinon, le problème, c'est qu'on ferait plus grand chose. Et du coup, c'est qui gagne si on fait plus rien. D'accord. Voilà. Mais du coup, voilà, s'adapter petit à petit avec des itinéraires qu'on connaît, qu'on a déjà fait à la journée, y aller tranquillement. Au début, ne pas y aller seul, et puis, ou alors y aller des fois avec des potes, et puis se dire, là, on est deux ou trois, et puis on s'éloigne les unes des autres, tu vois, si on est qu'entre filles, tu vois, on s'éloigne les unes des autres, comme ça, tu dis, on n'est pas très loin, mais en même temps, on est un peu seul dans notre espace, et tu vois, c'est l'entre-deux, et puis au fur et à mesure, c'est d'évoluer comme ça, et puis Ouais, c'est pas mettre trop de difficultés d'un coup, et puis ensuite les ramener un petit peu graduellement au fur et à mesure qu'on est plus en confiance, quoi. c'est ça, c'est ça. Pour moi, ça serait le premier conseil à faire en final, parce sauf si tu pars avec des gros groupes, mais là, en fait, peut-être que ça dépend si t'as peur de mal dormir, ça dépend si t'as peur des insectes. Partir avec un gros groupe, ça peut être des peurs qui vont de toute façon être là et que tu vas pouvoir appréhender avec plein de monde. Si t'as peur, c'est plutôt lié à ta solitude dans la nature, le risque que tu prends en étant seul ou quoi, je trouve que s'adapter petit à petit, comme je l'ai mentionné, c'est pas mal parce que du coup, c'est des étapes en fait. Ouais, complètement. Ouais. Et est-ce que t'as, toi, des petits conseils ou des petits objets bonus que t'amènes toujours, par exemple, pour avoir plus de confort ou ça peut être des trucs marrants. La dernière fois, j'en discutais avec une copine qui me disait qu'en fait, elle, justement, pour pas entendre trop les bruits qui parfois lui font peur, en fait, elle met des boules caisses. Ce que je trouvais assez drôle, parce que j'aurais pas forcément pensé à ça. Mais en fait, genre, elle, ça lui convient hyper bien, quoi. Mais Bah, c'est pas de base pour bien dormir parce qu'il y a du bruit, pas comme, je sais pas, quand on a un ronfleur à côté, quoi. C'est vraiment pour se couper de c'est bon, de toute façon, comme ça, j'arrête de stresser s'il y a un bruit bizarre, quoi. oui, c'est pas bête, ça peut ne pas marcher pour tout le monde, mais tant que ça marche pour Moi, je soi, pense que ça me ferait l'effet inverse, mais je trouve ça intéressant de voir que c'est on a clair. chacun notre truc, quoi. C'est ça. Moi, ça me ferait l'effet inverse aussi, c'est pas possible. Tu vois, je préfère avoir un tarp pour pouvoir voir en plus ce qui se passe autour de moi. Donc, moi, le truc que je prends qui n'est pas utile du tout, c'est un petit matelas gonflable. Un petit matelas, n'importe quoi, un oreiller gonflable. Parce Ah que oui, parce que ça, c'est utile, quand même, le matelas. ouais, le matelas c'est très très utile. Mais l'oreiller c'est pas mal parce que après ça dépend, on est tous différents. Mais moi j'aime pas du tout. Alors le conseil qui peut être donné, c'est de prendre le sac du sac de couchage et de mettre des fringues de la journée dedans. Mm. J'aime pas ça parce que c'est toujours plein de trucs, de boulottes et tout, et en fait je dors pas bien du tout. Et donc j'ai mon petit oreiller ultra plié qui est fait de 1 millimètre d'épaisseur. Et pour moi ça me permet de passer des nuits un peu mieux quoi. Donc, c'est vraiment l'objet un peu surplus qu'on n'a pas nécessairement besoin que je prends. Ok, intéressant. C'est vraiment. C'est aussi, hein, c'est individuel. C'est vrai que moi aussi, sans oreiller, c'est catastrophique. Je passe une nuit épouvantable. Ouais, Alors, dès que exact. j'ai un petit oreiller, du coup, ce poids-là, on le porte volontairement. C'est ça. Et puis tu te dis, c'est un poids qui fait. Je crois que ça faisait 25 à 30 grammes dans mes souvenirs quand on l'avait pesé à l'époque.
Et je m'étais dit, Ouais, ouais, bah alors pour ça change 25 rien. à 30 grammes, c'est pas grave, je vais faire des concessions sur d'autres trucs qui, pour le coup, font partie de la catégorie inutile. Tu vois. Clairement. Donc, Et voilà. pour terminer, est-ce que t'as, je sais pas, une ou deux encore anecdotes de bivouac qui te viennent, d'histoires qui peuvent être marrantes, ou en tout cas qui t'ont particulièrement marqué? Alors oui, 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 il y en avait une. On était dans le Pilat, le parc naturel régional du Pilat, près de Saint-Étienne, et on avait fait juste une nuit de bivouac sur un itinéraire de 2 jours. Et alors là, on avait trouvé le spot parfait. On était loin du sentier, on était sous des arbres, donc il n'y aurait pas d'humidité pour la nuit, tout ça. Et pour le coup, moi qui ai tendance à pas forcément bien dormir, je sais que je fais pas des itinérances pour les nuits, je fais des itinérances pour le plaisir que ça apporte la journée et le calme le soir au bivouac, tout ça, mais pas pour des bonnes nuits. Je dormais bien, je dormais vraiment très très bien. Et d'un seul coup, j'étais en train de rêver que j'étais dans une grosse teuf, tu vois. Mais ça faisait boum 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 boum. Et en fait, du coup, je me réveille quand même en sursaut. Et en fait, j'ai réalisé que mon cerveau était en train de transférer le galop, sans doute d'un chevreuil. Parce que d'abord, t'entendais ça, et puis tu sais, notre tête, elle est au niveau du sol, donc t'entends d'abord des vibrations, donc ça faisait un peu comme des beats dans la musique, tu vois. Et en fait, parce qu'il se met en se rapprochant de la tente, il se met à aboyer. Et là, bah, tu sais, tu mets pas, ça fait pas un aboiement de chien, clairement. Et là, tu dis, oh là là, qu'est-ce que c'est sur le moment? Tu te réveilles, il est 4 heures du mat, en sursaut, t'étais en pleine teuf dans ta tête, c'était l'angoisse. Et du coup, déjà, il y a eu un moment de se dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a traîné autour de la tente longtemps aussi. Mais sauf que là, tu dis, attends, écoute bien, je crois qu'il est en train de brouter. Donc tu dis, ok, c'est pas dangereux. Ça a aboyé, puis c'est en train de brouter, c'est pas un chien. C'est un Ok, alors, herbivore. c'est ça. Mais ton cerveau, je trouve qu'il faut un petit moment pour redescendre. Parce Ah oui, ça que, m'étonne pas, et ouais. pour le coup, je me suis pas bien rendormie du tout, tu vois. Même si tu dis, ok, enfin, par rapport à ce qui vient de se passer, ça galopait, ça mange de l'herbe, ça a aboyé, c'est un chevreuil, enfin, ok, parfait. Mais je trouve qu'il faut un temps de descendre. Il est 4 heures du mat, tu te sais que tu te réveilles dans 2 heures, c'est bon, ta nuit, elle est finie quand même. C'est mort. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, ouais. Mais en même temps, c'est intéressant parce que c'était enfin, une rencontre, on l'a pas vue directement. Tu vois, nous, on n'est pas sorti de la tente pour aller voir. On a compris que je voulais pas lui faire peur. Tu dis, ok, il y a eu un truc, tu vois. C'est les surprises de la nature et du bivouac. C'est ça, ça peut arriver. Mais tu vois, on se serait pas fait manger par un chevreuil, quoi. Non, il y a Il y a pas peu de de risque. risques. Et ça, voilà, ça, c'était une qui nous est arrivée en France. Et je crois une autre qui nous est arrivée, qui nous a vraiment fait psychoter, mais alors dans le sens, tu sais, tu te montes la tête pour rien du tout. C'était au Pérou, on était au bord d'une rivière, du coup sur le même itinéraire où j'ai failli tomber à cause du matelas. On était sur le bord d'une rivière, dans un endroit un peu sableux. Et en fait, on s'était mis un peu en retrait, mais en fait, il commençait à faire nuit. Je pense que nous, on ne voyait pas, mais il y avait un véhicule qui était sur une piste en contre-haut. Et en fait, les phares étaient dirigés en plein vers nous. Et en fait, ça a duré, je pense, une demi-heure. Et là, on était toutes les deux, la tête hors de la tente. Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils viennent? Ils viennent pas? Ils discutent. Il y a un deuxième véhicule qui arrive. Tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On remballe, on part en courant. Tu te poses plein de questions. Et en fait, après, bah, ils partent. Toi, tu dors absolument pas bien. Et le matin, tu repars, tu passes devant. C'était juste un véhicule un tracteur ou quelque chose comme ça, tu vois. Ils finissaient leur journée au coucher du soleil, tu vois. Et puis, ils ont garé le truc là pour finir le lendemain. Et c'est fou les peurs qu'on a quand même. En fait, on va se mettre à psychoter pour tout, mais bon, ça nous permet de rester en vie, hein, sans doute à des moments. Mais Ouais, c'est ça. C'est c'est une fonction qui est là pour quelque chose. Mais c'est vrai que parfois ça s'emballe un peu, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc il faut apprendre à relativiser un petit coup des fois et réfléchir à qu'est-ce qui peut être en train de se passer à cet endroit-là, à ce moment-là, en fait. Tu vois, c'est pour relativiser. Ouais, c'est sûr. Ah bah écoute, merci pour tous les conseils et anecdotes. Est-ce que tu as un petit mot d'ailleurs pour la fin, pour finir, un petit message que tu as envie de passer encore? Bah, je dirais là, oser en fait, parce que si on a envie, bah, il faut soit trouver des potes avec qui faire au début, soit faire avec les petits conseils que je donnais, essayer dans des endroits qu'on connaît ou quoi, pour ne pas laisser la peur gagner. Et si on a vraiment envie de le faire, essayer de le faire par étapes, petit à petit, trouver les bonnes enfin les bonnes astuces ou éventuellement les bonnes personnes pour le faire, pour pas se laisser dépasser par sa peur et ne rien faire du tout quoi. Donc voilà, Ouais, c'est oser. trop bien. Puis en Voilà. général, on ne le regrette pas. En général, non, on le regrette pas du tout et au contraire, on a envie d'en faire un peu. Enfin,
Ça peut arriver que non, mais on a envie d'en faire un peu plus parce qu'on voit qu'on est capable. Ouais, totalement. Voilà. Bah, merci beaucoup, Candy. C'était super intéressant. Là, il y a plein d'infos. Là, je pense que pour celles qui ont envie de se lancer, vont trouver plein de choses, celles et ceux, parce que, évidemment, ça peut concerner aussi les hommes, mais plein d'infos intéressantes. Donc là, vous avez de quoi choisir votre lieu, choisir le matos, enfin, toute la préparation. Avec plaisir. C'est cool d'en parler et de pouvoir aider pour se lancer. Ouais, je pense que c'est toujours bien aidant. Et ben, je mettrai aussi les liens vers ton livre, vers ton site sur la description du podcast. Comme ça, vous pouvez retrouver Candy et Nora qui vous partagent plein de conseils. Et ben, à très bientôt pour de nouvelles interviews sur la sportive outdoor.